Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Notre cours portera sur l'organisation de l'entreprise. Mais avant d'étudier de démystifier ce cours, nous allons, dans un premier temps, définir qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Donc l'entreprise, c'est une organisation, c'est une entité qui rassemble des facteurs de production, c'est-à-dire des ressources matérielles, des matières premières, et des individus, des personnes, des capitaux. Donc, elle rassemble ces moyens ou ces ressources, elle les combine pour produire des biens, des services pour satisfaire des besoins et réaliser un profit. Dans cette définition, il y a plusieurs termes qui doivent être expliqués et démystifiés. Et dans le cadre de cette introduction, nous allons définir l'entreprise et montrer l'importance de l'organisation de l'entreprise dans la réalisation et le fonctionnement de l'entreprise qui est l'unique producteur de richesse. Nous allons dans cette introduction définir les concepts de l'entreprise, de la gestion et de l'organisation. Car pour atteindre et produire et réaliser des profits, l'entreprise doit être bien gérée. Et pour être bien gérée, il faut qu'elle soit bien organisée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Nous allons définir l'entreprise à deux niveaux. Au niveau macroéconomique, c'est-à-dire l'approche théorique ou la branche de la science économique qui étudie l'économie à travers les relations entre les agrégats ou les grandeurs ou les instruments, les indicateurs de mesure entre les grands agrégats économiques. Exemple, l'épargne, le revenu, le chômage, le produit intérieur brut, l'investissement. Donc, à ce niveau-là, macroéconomique, l'entreprise est un agent économique qui produit et qui vend, distribue des richesses pour satisfaire des besoins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent économique? L'agent économique, c'est une personne physique, comme vous et moi, par exemple, ou morale, comme une société, ou un groupe de personnes qui constituent un centre de décision économique, qui décide d'une façon autonome. Exemple, le ménage, l'administration publique, comme la faculté, la société également. Donc, il produit et distribue et vend des richesses. Les richesses, ce sont les produits qu'il
qu'il fabrique pour satisfaire des besoins. Et un besoin, c'est quelque chose qui manque et dont la présence est indispensable à la vie. Et le besoin naît, le verbe naître, d'un sentiment de manque lié à la nature humaine. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se vêtir, etc. Donc c'est un besoin. Au niveau microéconomique, cette fois-ci, la microéconomie, c'est l'autre branche de la science économique qui étudie les comportements individuels. Comment un individu se comporte justement pour agir. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement? Il se comporte, un comportement. Donc c'est une manière de se conduire, c'est une manière comment il réagit, c'est une manière de réagir devant un événement. Donc il étudie le comportement, la réaction de l'individu et des agents économiques en général. Et à ce niveau-là, microéconomique, l'entreprise est une entité économique qui est le principal producteur et distributeur de biens et des services qu'on appelle richesse. Et un bien, c'est un objet qu'on touche, un bien, un objet dont l'utilité ou la rareté lui confère une valeur économique. Un bien ou un service, c'est-à-dire, le service est un bien immatériel, non matériel, non palpable, non touchable, qu'on ne touche pas, qu'on ne peut pas le voir et toucher. Par exemple, lorsque vous prenez un ticket pour prendre le train, c'est un service. Quand on va chez le coiffeur pour faire une coupe de cheveux, c'est un service. Donc, c'est un bien immatériel, non touchable, mais la particularité, c'est que la production et la consommation, l'utilisation sont simultanées, c'est-à-dire qu'ils se font en même temps. Par contre, le bien, la production et la consommation sont décalées, sont différées, et sont loin l'une le produit, et le produit peut vous l'acheter vous après. Donc c'est une unité qui constitue une richesse, le principal producteur et distributeur. Justement, pour réaliser ses profits, l'entreprise est constituée d'une collection d'actifs. Il se compose nous avons vu tout à l'heure, de ressources, c'est-à-dire un ensemble d'actifs, c'est-à-dire l'actif immobilisé, les machines, les terrains, le matériel de transport, le matériel d'outillage, donc un ensemble d'actifs, de capacités, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à produire des quantités qu'elle se propose. Est-ce qu'elle a la capacité? Elle peut produire plus ou produire moins, on appelle ça une capacité. Et d'équipement, des machines, du matériel, on appelle ça un équipement, et également de capitaux. C'est les fonds, F-O-N-D-S, les fonds nécessaires, l'argent nécessaire, et également, enfin, des compétences. C'est-à-dire qu'on appelle la substance grise. Ce sont les ressources humaines. Les hommes avec grand H, hommes et femmes, des individus qui ont, chacun apporte ses connaissances. Donc c'est un ensemble
d'actifs qui concourent, qui participent à la réalisation de la production. Et ces compétences les hommes et femmes sont rassemblés au sein d'une communauté structurée, qui est l'entreprise. Une communauté, c'est un groupe humain dont les membres vivent ensemble, ont des biens ou des intérêts communs. Et dans l'entreprise, les hommes sont là, ils ont des intérêts communs, c'est de participer à la production, de réaliser des bénéfices, pour également prendre des salaires, pour obtenir des salaires. L'intervention ou l'interaction dynamique entre ces membres, hommes et femmes, individuellement ou en groupe, conditionne le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que s'ils sont bien organisés, bien encadrés, ils vont produire mieux et plus. Le contraire est vrai. S'ils ne sont pas organisés, bien organisés, donc le résultat de l'entreprise ne sera pas aussi efficace qu'attendu, que ce qu'on en attendait de l'entreprise. Mais pour bien fonctionner, l'entreprise est une entité administrative qui est dotée de dirigeants, de gestionnaires qu'on appelle des managers, pour assurer la coordination entre les différentes tâches spécialisées entre ces hommes et ces femmes, entre les individus, des tâches de coordination, d'intégration, d'adhésion. Pourquoi? Parce que c'est dans leur travail, dans leur mission, qu'ils doivent adhérer les hommes et les femmes aux objectifs de l'entreprise. Ils doivent les intégrer dans les objectifs de l'entreprise. Justement pour constituer cette communauté d'hommes qui partagent des valeurs et des intérêts communs. C'est une entité également qui permet de prendre des décisions, et qui prend des décisions à tous les niveaux, et conformément à la loi. Donc il a une connotation juridique. Donc c'est une entité juridique qui prend des décisions dotées d'un nom ou d'une raison sociale. Il a un nom. Il prend des décisions sous la contrainte de la loi. Par exemple, pour passer un contrat pour le recrutement d'un employé, il fait un contrat. Il élabore un contrat. Et ce contrat est soumis à la loi. Avec ses fournisseurs également, quand il achète des matières. Il a également un contrat avec ses clients également. C'est la même chose. Et ces gestionnaires disposent de qualités, d'attributs particuliers pour pouvoir exécuter dans les meilleures conditions la fonction de gestion de l'entreprise. Alors, comment définir alors la gestion? Et la gestion, donc, c'est un ensemble de techniques et de méthodes utilisées pour optimiser l'emploi des ressources dans le cadre d'une politique pour réaliser des objectifs de l'orientation, de l'organisation. Donc, remarquez ici, il y a un ensemble de techniques. Donc, les entités techniques, c'est managers. Ils ont des méthodes spécifiques pour travailler. Ces techniques et ces méthodes permettent d'optimiser
c'est-à-dire atteindre et obtenir la plus grande efficacité possible. C'est-à-dire que le résultat obtenu est supérieur aux moyens engagés. Le résultat qu'ils obtiennent, il est supérieur aux moyens, aux coûts qu'ils engagent, aux dépenses qu'ils engagent. Elle est efficace. C'est ça, l'optimisation. Pour optimiser l'emploi des ressources que nous avons vues. Donc, le gestionnaire, pour atteindre, dans le cadre d'une politique. Alors, une politique, c'est la détermination, ou c'est un ensemble de décisions et d'orientations qui sont établies sur la base d'une stratégie. Donc, la politique est liée à la stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? C'est la détermination des buts et des objectifs à long terme de l'entreprise. L'adoption de politiques pour atteindre ces objectifs. Donc, des politiques, il faut adopter une politique déterminée et l'allocation de ressources pour atteindre ces objectifs. C'est la définition d'Alfred Chandler. Donc, qui parle de stratégie, dit détermination des buts et des objectifs à long terme, adoption de politiques déterminées, c'est-à-dire un ensemble de décisions et d'orientations, et l'affectation de ressources pour atteindre ces objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre finalité, but et objectif? Donc, trois concepts qui sont liés, mais qu'ils vont de l'abstrait vers le concret. Une finalité, elle est abstraite, elle est idéale. Donc il n'est pas toujours réalisable et on ne peut pas toujours obtenir. C'est un ensemble abstrait et idéal de valeurs qui donne une ligne directrice à un projet. Exemple, devenir riche est une finalité. La finalité de l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, est la résorption de la pauvreté et de la précarité. La finalité pour un individu, un homme ou une femme, c'est d'avoir une famille. Alors, c'est un idéal qui ne peut pas toujours être réalisé, n'est pas toujours réalisable. De la finalité, on passe vers le but. Le but, c'est plus concret que la finalité. Donc, c'est un énoncé général, une vision à long terme. C'est ce qu'on désire atteindre concrètement, à plus ou moins long terme. En comptabilité, il est divisé en trois. L'horizon temporel est en trois termes. Le court terme, c'est moins d'un an. Le moyen terme, c'est de 1 à 5. Et le long terme, c'est plus de 5 ans. Donc, le but, c'est une concrétisation de la finalité, mais à long terme. Exemple, si la finalité de l'INDH est la résorption de la pauvreté, le but est d'augmenter le revenu des ménages pauvres. Si la finalité est d'être riche, le but est de gagner beaucoup d'argent. Regarde, on passe de l'abstrait vers le concret. Mais pour atteindre un but, on se fixe un objectif. L'objectif, il est plus concret. Il est chiffrable. Il est mesurable. Donc l'objectif, il est atteint par des actions concrètes. Et l'objectif, c'est un énoncé en termes plus ou moins précis. Il est précis et il précise le but.
dont il découle. Il découle du but et il le précise. Exemple, si la finalité de l'INDH est la résorption de la pauvreté, le but est d'augmenter le nombre de revenus de ménages et l'objectif, c'est le financement des activités associatives génératrices de revenus. Si la finalité également est d'être riche, le but, c'est de gagner beaucoup d'argent et l'objectif, c'est de trouver un travail lucratif. Donc l'objectif comporte des éléments quantitatifs de précision pour mesurer les progrès accomplis. Et si tous les objectifs sont réalisés, le but est atteint. Et par conséquent, la finalité est atteinte. Donc on passe du moins précis vers le plus précis. Finalité, but, objectif. Ils sont classés par ordre. Du plus abstrait vers le plus concret. Du moins précis vers le plus précis. Cette définition étant donnée, la gestion, donc, est l'optimisation de l'emploi des ressources dans le cadre d'une politique afin de réaliser les objectifs de l'organisation. Mais pour permettre à la gestion d'améliorer l'efficacité justement des efforts humains, d'optimiser l'emploi des ressources, le gestionnaire doit résoudre un certain nombre de problèmes. D'abord, il y a le problème de choix que l'entreprise doit faire. Par exemple, la dimension. Quelle dimension donner à l'entreprise? Une grande entreprise, une petite entreprise, une entreprise qui est contenue, qui est dans le périmètre est limité au local ou au régional ou au national, ou il doit travailler à l'international, c'est la dimension. La forme juridique. Quelle forme juridique on va lui donner? Est-ce qu'une entreprise anonyme ou une société à responsabilité limitée ou une société à responsabilité limitée associée unique ou une société en nom collectif, c'est-à-dire un nom juridique, une forme juridique. Également, l'organisation. Comment organiser cette entreprise? Quelle structure lui donner? Adopter. La structure, c'est l'ossature de l'entreprise. Quel mode de financement? Quel choisir? Est-ce que c'est l'emprunt, on va emprunter de l'argent ou on a un argent propre? La répartition des activités, comment faire? Comment répartir les activités entre les personnes à l'intérieur de l'entreprise? Quel niveau de procédure, de décision? Quel degré de délégation de pouvoir? Est-ce qu'on va centrer le pouvoir? Une seule personne qui prendra le pouvoir ou plusieurs? Les circuits d'information et de communication, tout ceci fait partie de ce qu'on appelle un ensemble de problèmes de choix. Qu'est-ce qu'il faut choisir pour l'entreprise? Le deuxième type de problème, c'est le problème de décision. C'est-à-dire, quelle décision prendre? Est-ce que de grandes décisions ou de moyennes décisions ou des décisions de routine? Ces décisions concernent la production, la commercialisation, qu'est-ce qu'il faut commercialiser, comment il faut commercialiser, comment produire, quel personnel recruter, quelle finance, etc. Et un problème de procédure également et de contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce que on doit prendre une décision relative à la prévision? Comment prévoir? Comment prévoir? Comment contrôler la qualité? Comment contrôler la production? Comment contrôler le coût? Comment contrôler la rentabilité? Autant de questions, autant de problèmes qui se posent à la gestion de
l'entreprise. Et ces trois catégories de problèmes ont été déjà traités par Henri Fayol dans le cadre de ce qu'il a appelé, lui, la fonction administrative, paru dans son ouvrage Administration industrielle et générale, paru en 1916, notamment la tâche ou la fonction plutôt de prévoir. Il faut prévoir les buts et les moyens, c'est-à-dire fixer des buts et des objectifs, allouer des ressources en fonction d'un calendrier qui définit les différentes étapes à parcourir, à établir. Organiser les buts et les moyens qui permettent d'atteindre ces objectifs, commander, c'est-à-dire donner des directives, des ordres pour l'exécution, coordonner l'ensemble des actions des différents individus pour atteindre l'optimisation, pour les unifier, les harmoniser et contrôler ce qui a été produit. Est-ce qu'elle correspond aux objectifs ou bien non? Donc, le contrôle c'est la comparaison entre les résultats et les objectifs. Mais, pour prévoir correctement, prévision, pour commander, pour coordonner, pour contrôler, il faut d'abord organiser. C'est-à-dire diviser le travail entre les personnes, coordonner entre eux, adhérer les personnes, spécialiser les tâches, les rôles, créer des entités différentes, des départements différents au sein de l'entreprise, des fonctions différentes, des services autonomes différents. C'est l'organisation. Donc l'organisation, c'est l'élaboration et la mise en œuvre des règles de fonctionnement suivant une certaine logique, qui conduit cette logique à combiner l'ensemble des ressources disponibles de façon optimale afin de répondre aux objectifs ou aux finalités poursuivies. Autrement dit, l'organisation consiste à définir les tâches, accomplir. Quelles sont les tâches, les travaux précis à accomplir et regrouper ces tâches de façon homogène pour qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine complémentarité entre les tâches, établir des liens d'autorité, c'est-à-dire de commandement, comment commander entre les gens pour qu'ils puissent aller vers le but, les liens de coopération, comment ils vont travailler ensemble, comment ils vont s'entraider, coopérer, et l'information, quelle information leur donner, quels sont les types d'informations, comment les unir entre eux, quelle information leur communiquer dans le cadre de leur travail, l'information qui concerne le travail, la façon de faire le travail, la façon de réaliser un travail efficace. Et également créer des unités de soutien. Il y a des unités qui vont travailler, des gens qui vont travailler, mais il y a des unités qui vont leur apporter du soutien pour leur permettre de bien faire leur travail. Si on prend une entreprise, par exemple, qui fabrique, qui produit, ben ça, c'est le travail essentiel, je dirais, c'est le travail, c'est le fond de l'entreprise. C'est la production. Mais pour travailler, il faut des unités qui les soutiennent. Par exemple, la restauration. On leur donne une entreprise de quoi manger à l'intérieur de l'entreprise. Le transport.
le nettoyage, hein, l'hygiène, tout ce qu'on appelle des unités de soutien. C'est la définition de Raymond Alain Thiétard. Dans son ouvrage, le management, paru dans collection Que sais-je, Presse universitaire de France. Il s'agit donc de la notion de l'organisation qui porte trois sens. Qui a trois sens qu'on donne à l'organisation. Le premier sens, c'est le regroupement humain. Nous avons dit que c'est une communauté d'hommes qui coordonnent ses activités, donc on travaille en coordination entre elles pour atteindre des buts. Ce sont les diverses façons par lesquelles un groupement humain structure les moyens dont il dispose. Ce sont les techniques, les relations d'autorité, hein, les procédures, les règles, on appelle diverses façons par lesquelles, et aussi l'action d'organiser, c'est-à-dire le processus d'organisation qui engendre justement les groupements et les structurations. Donc un processus, c'est un ensemble d'activités liées, corrélées ou interactives, qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Dans une entreprise, le processus, par exemple, elle achète des matières premières, elle les transforme et elle les vend. Voilà un processus. C'est un ensemble d'actions, d'activités corrélées. Et cette tâche, justement, d'organisation, elle est confiée à des personnes qui sont chargées d'allouer, d'utiliser efficacement les ressources dont dispose l'entreprise, comme les ressources humaines, les matériels, les techniques, et ces personnes sont appelées des gestionnaires. Donc, c'est un avant-goût d'une présentation du cours qui sera composé de 5 chapitres. Le premier, il porte sur le mode d'analyse de l'entreprise. Le deuxième chapitre concerne l'organisation justement de l'entreprise. Nous allons détailler, dans le premier chapitre, nous allons étudier les différentes fonctions de l'entreprise. Le deuxième concerne comme l'organisation interne de l'entreprise. Troisième chapitre va concerner certaines fonctions de l'entreprise. Parce que l'entreprise est composée de fonctions, de services, c'est un ensemble de composantes. Alors, parmi nous avons parlé tout à l'heure du processus, et le premier processus commence par la première fonction, par les achats et les approvisionnements. Nous allons étudier dans un quatrième chapitre la fonction de production, et dans un cinquième chapitre, la fonction commerciale de vente. En guise de bibliographie, je vous livre une bibliographie à titre indicatif qui vous permettent d'élargir vos connaissances dans le domaine de l'organisation. Il y a Henri Fayol, dans son ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, Chandler, Landrier, l'entreprise polycellulaire, le leadership et management, le management d'Henri Mintzberg, les achats en entreprise, le collectif économie de l'entreprise, le management de Raymond Alain Thiétard et
les clés de gestion de Rachid Mrabt.